C'est drôle, on croit. Bonjour à tous et bienvenue dans un tout nouvel épisode de Backstage Podcast. Je suis Grégory Prudhomme et avec Nextstep, comme vous le savez, j'aime rencontrer des profils intéressants, des entrepreneurs avec une expérience sur l'Asie qui peut être inspirante et peut donner des idées à beaucoup de gens. Et cette semaine, je vous présente Jacques Deremaux. Alors Jacques, je l'ai rencontré maintenant il y a à peu près 2 ans. Et à l'époque, en fait, il avait un projet qui est finalement un projet passion autour du savon de Marseille, qu'il a démarré, qu'il avait un peu dans un coin de la tête alors qu'il avait commencé en Chine en tant qu'employé, puis il l'a démarré un peu plus tard et il s'est mis à fond dans ce projet-là, avec une équipe et un bureau qui est basé à Shanghai, à destination du marché chinois. Et puis maintenant, personnellement, depuis 2 ans, avec sa famille, il s'est relocalisé à Hong Kong où il avait déjà une activité de conseil qu'il pilotait un petit peu de Shanghai, un peu de loin. Et grâce à cette activité, il a identifié un nouveau besoin, un problème sur le marché qu'il pouvait régler, qui était une vraie demande autour de fruits bio importés, alors soit de France dans son cas ou de l'île de la Réunion. Et il gère ça avec une sorte de système de boîte, de membership de boîte en fait que vous recevez régulièrement dans votre boîte aux lettres. Alors ça c'est fait pour les gens qui vivent à Hong Kong, avec une sorte de petit assortiment de fruits différents à chaque fois. Et ça s'appelle What's In. Avec Jacques, on parle bien sûr de tous ces projets-là, de son parcours, comment il est arrivé en Asie, en Chine. Comment il est resté aussi, parce que vous verrez aussi que tout ça est lié à des rencontres, à des histoires. Et puis maintenant, on rentre un peu plus dans le détail du fait qu'il est basé à Hong Kong, qu'il a une équipe basée en Chine, que les réseaux sont très différents, les métiers d'ailleurs qu'il fait sont très différents. Et c'est assez intéressant de voir un serial entrepreneur qui finalement a décidé de se lancer par rapport à des projets et des choses qu'il ne connaissait pas, plutôt que de capitaliser sur ou des réseaux ou des choses qu'il connaissait pour vraiment en tirer un maximum. Avec Jacques, on passe un bon moment puisqu'on a un petit peu le même profil sur beaucoup des aspects, vous verrez, et on rentre bien dans le détail de ces différents projets et la manière dont il se lance dès qu'il a une idée. Voilà, ce genre d'entretien est possible grâce à l'introduction qui m'a été faite par une personne. C'est comme ça que j'ai pu rencontrer Jacques et que j'ai ensuite pu vous le présenter sur Backstage Podcast. Donc n'hésitez pas à en faire de même. N'hésitez pas également à me dire ce que vous en pensez sur n'importe quelle des plateformes où vous avez l'habitude d'écouter les podcasts. Laissez des commentaires sur iTunes, c'est là où ça m'aide le plus finalement. Des étoiles également. Et puis on a passé la barre des 25 000 downloads en tout, donc c'est pas rien. On n'est qu'à 35 épisodes. Donc ça veut dire que ces podcasts-là sont écoutés, donc dites-le aux invités, ça leur fera plaisir également. Dans tous les cas, moi je travaille également sur un tout nouveau show qu'on va lancer en janvier en parallèle. Celui-ci sera en anglais et sur une verticale métier assez spécifique, et où Jacques d'ailleurs pourrait revenir cette fois-ci en anglais, et vous comprendrez ça peut-être un peu plus tard. Si vous voulez en savoir plus sur ce qu'on fait, regardez nextstephub.com et Nextstep Services. Vous trouverez Grégory Prudhomme, mon profil un petit peu partout sur LinkedIn entre autres. Et prenez contact, je serai ravi de vous répondre. Ok. Bonjour Jacques. Bonjour Greg. Bienvenue à Shanghai, alors, puisque toi tu vis à Hong Kong et tu es de passage dans cette ville où aujourd'hui il pleut un torrent et on est avant 8h du matin pour l'enregistrement de cet épisode. Jacques, nous on s'est rencontrés maintenant, ça va faire presque 2 ans je crois, on s'est rencontrés à Shanghai. On s'était rencontrés, on a été mis en relation par une amie que nous avons en commun, et c'est vrai qu'elle m'avait présenté ton profil en disant que tu étais un serial entrepreneur, tu avais fait beaucoup de choses, tu es en Asie depuis quelques temps, et avant qu'on rentre dans le détail, du coup, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, essentiellement, j'ai une société qui vend des boîtes de fruits, donc en fait un abonnement pour recevoir à la maison des fruits bio qui viennent essentiellement d'Europe, donc France, Italie, Espagne. D'accord. Donc j'ai monté ça avec un associé il y a 1 an, et c'est ce qui m'occupe le plus en ce moment. Et ça s'appelle comment ? Ça s'appelle What's In Fruit Box, parce que c'est une boîte surprise en fait de fruits. D'accord. Tes clients sont surtout basés à Hong Kong aujourd'hui ? Que à Hong Kong. Que à Hong Kong. Donc on vend aussi des fruits aux hôtels ou aux supermarchés, mais c'est essentiellement une livraison de fruits à domicile. Donc, comment t'es venu l'idée ? Alors en fait, dans mes activités, enfin on verra ça plus tard, mais j'ai une boîte aussi à Shanghai du coup qui vend des savons de Marseille, et j'ai une société qu'on avait créée avec un associé en 2013 qui fait du conseil, qui est basé à Hong Kong,
Et c'est arrivé comme ça en fait. On a des clients qui nous ont demandé de travailler sur une mission de distribution de fruits de la Réunion à Hong Kong. On a fait ça pendant 1 an, commençant à vendre donc aux hôtels, aux restaurants, etc. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un besoin en fait de fruits de qualité qui soient livrés directement à domicile. D'accord. Et du coup, on a switché de conseil, distribution à créer notre propre boîte dans le domaine. Et le concept de la box était quelque chose qui était assez populaire. En Chine, je crois que ça a eu un peu de mal à démarrer ce concept-là. À Hong Kong, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Déjà, il y avait d'autres... Parce que je crois qu'il y a des box, tu vois, dans le cosmétique, dans les jouets pour enfants, ce genre de choses. C'était nouveau? Il n'y a pas vraiment de sociétés qui font la même chose que nous, en tout cas à Hong Kong. D'accord. Donc, quand on a regardé, il y a de la livraison de fruits, on peut commander sur Internet bien sûr, mais c'est surtout des fruits asiatiques ou japonais. Et le concept de la boîte surprise est, je pense, assez nouveau, en tout cas pour les locaux. Après, il y a quand même à Hong Kong une grosse communauté d'expatriés qui, eux, sont plus habitués au concept, surtout sur les fruits ou les légumes, où c'est assez courant en Europe de recevoir sa boîte de fruits ou sa boîte de légumes de sa ferme, etc. Donc, sachant que nous, une grosse partie de nos clients sont quand même des expatriés, c'est pas quelque chose qui est très compliqué pour eux. D'accord, pour entrer dans ce modèle-là. Donc en fait, aujourd'hui, il y a une boîte, il y a un prix fixe et c'est livré toutes les semaines, c'est ça? Ouais, on a plusieurs calibres tailles. de boîtes, selon si c'est pour une grosse famille ou une petite famille. D'accord. Mais c'est ça le concept. Ouais. Alors, on reviendra là-dessus après. Donc ce nouveau projet de Watsin, pour moi c'est nouveau. J'ai appris ça il y a quelques semaines en préparant cette interview. Et moi, je t'ai rencontré à l'époque. Tu faisais donc les savons de Marseille. Alors, comment tu as lancé cette boîte de savons de Marseille? Parce que tu as vécu combien de temps en Chine? Ça fait combien d'années que tu es arrivé en Asie? Alors, en fait, je suis arrivé en Chine en 2009. Ok. Donc, ça va faire bientôt 10 ans. J'ai eu un parcours assez atypique en Chine. Mais je pense que tout le monde a un parcours atypique en Chine. C'est un peu récurrent sur cette émission. Mais j'ai commencé à Hainan, en fait. Donc, ça, c'est quand même un peu plus rare. Hainan, l'île qui est tout au sud de la Chine, entre la Chine et le Vietnam, on va dire, pour faire très simple. Exactement, ouais. Après avoir bossé en conseil et finance en France, en fait, on s'est dit avec ma femme qu'on voulait partir à l'étranger, découvrir un peu. Puis moi, j'avais toujours eu envie d'aller en Chine. Enfin, j'avais déjà passé pas mal de temps en Chine, j'avais appris le chinois au lycée, etc. Et du coup, j'ai fait OK, on va en Chine. Et elle m'a fait non, mais moi, je veux aller à la plage. J'ai fait, bon, on va regarder où est-ce qu'on est de la plage en Chine. Et du coup, on est allé à Hainan. C'était un peu bizarre. J'ai trouvé une opportunité avec une amie qui m'a demandé d'ouvrir une filiale de distribution pour La Martiniquaise, qui est une boîte d'alcool qui vend du rhum, du whisky, etc. Donc, il m'a demandé de monter ça sur Hainan. Donc voilà, la première année, je prenais des cours de chinois, plus j'essayais de vendre les alcools le soir dans les bars, les restaurants, les karaokés, etc. Parce que Hainan en 2009, c'était pas. Aujourd'hui, c'est un gros pôle hôtelier. Il y a vraiment beaucoup de choses. En 2009, c'était que le début de ça, non? C'était déjà pas mal développé sur le tourisme. Après, c'est un tourisme très chinois, pas vraiment occidental. Et puis moi, j'étais basé à Haikou, qui est un peu moins touristique que Sanya dans le sud. Donc voilà, c'était vraiment très 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 chinois, très très différent. T'as fait ça combien de temps? Très amusant, ouais. On a fait ça 1 an et puis après on n'en pouvait plus. On a marre de la mer, on rentre à la ville. Et on est parti à Shanghai du coup. Ok. Et je continue. Non, mais bien sûr. Quand tu arrives à Shanghai, en fait, moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est de savoir comment t'en es arrivé à vendre des savonnettes, en fait. Alors déjà, quand j'étais à Hainan, j'avais déjà dans l'idée les savons de Marseille. Parce que moi, c'est un produit que j'aimais beaucoup en France. Et je trouve que, en tout cas à l'époque, je pensais que c'était vraiment un produit qui avait une place ici. C'est la Provence, c'est coloré, ça transmet un peu une atmosphère dans un produit simple et qui coûte pas trop cher. Et cette atmosphère un peu comme de toutes ces couleurs mélangées, de tous ces parfums, etc. Je pensais que c'était quelque chose qui avait du potentiel ici. Et à l'époque, il y avait peut-être une société qui en vendait. Ouais. Mais bon, c'était vraiment pas développé. Mais du coup... Tu avais identifié un besoin ou
Enfin, c'était plus une envie. Ouais, c'était plus j'aime bien le produit, j'ai envie de l'amener ici et je le vois pas et je pense qu'il y a un potentiel vu la Provence, l'image de la France, etc. Et tu as lancé ça en parallèle d'une activité parce que quand tu arrives à Shanghai, tu travaillais à nouveau quelque part ou... Alors du coup, ça a mis un petit peu de temps encore. Je suis arrivé à Shanghai, j'ai cherché un boulot parce que j'avais plus d'argent. J'ai eu un petit peu de mal à trouver. Je voulais retrouver en finance, conseil, etc. Mais ce qu'on me proposait, enfin, enfin, pour moi, pour retourner vers le conseil, la finance, etc. Je voulais avoir un salaire qui soit conséquent. Et c'était difficile. J'ai trouvé, c'est pas évident. Enfin, ou alors fallait commencer bas et monter au fur et à mesure, ce qui était possible. Et au final, j'ai été recruté enfin, j'ai passé un entretien c'était chez Rothschild pour un poste en finance. Ouais. Et au final, le patron m'a appelé après, il m'a fait bon, écoute, le poste en finance, il va pas s'ouvrir, mais j'aime bien ton profil. Et moi, je veux lancer mon business de vin en Chine, targetant les particuliers très haut de gamme. Ok. Est-ce que tu peux t'en occuper pour moi? Tiens. Donc voilà, petit changement grand écart. Mais avec ton background, avec ce que tu avais fait pour la Martiniquaise, à la rigueur, ça avait Voilà, exactement. Ouais. Et puis créer quelque chose, enfin c'était sympa. Et du coup là, j'ai beaucoup appris avec lui. On a monté donc la structure ici à Shanghai et puis après on vendait en fait des caves de vin, enfin c'était à des riches particuliers en Chine, pas basés à Shanghai ou Pékin mais plutôt dans les secondes tier city. D'accord. Juste pour te donner une idée, le minimum order c'était 20 millions de yuan, donc c'était vendu en fait comme un produit d'investissement et aussi de face quand tu invites tes amis, t'as ta belle cave, etc. D'accord. Donc voilà, j'ai fait ça. Et ensuite, j'ai été recruté par une société britannique, enfin basée à Londres, qui voulait ouvrir un bureau à Hong Kong et à Shanghai. Et c'est la première fois que je suis allé à Hong Kong. Donc là, c'était dans les arts digitaux, donc ça n'a rien à voir. C'est quoi de l'art digital? Alors en fait, à l'époque, c'est tout ce qui est en fait des méthodes un peu plus modernes pour mettre en valeur les produits. Aujourd'hui, tu peux voir certains des produits qu'on vendait à l'époque dans le métro de Shanghai. Tu sais, quand tu es dans le métro et que tu vois ces espèces de films quand le métro est en mouvement. Ah oui, comme si c'était inscrit sur les murs en fait, et tu as le métro qui bouge et en fait tu vois un film. Ah ok. Et donc ça, en fait, au lieu d'avoir à poser des écrans, ce qui coûte super cher, tu poses juste des petites barres de LED comme ça qui, avec le mouvement, projettent une image. Donc on vendait ce genre de choses, ou bien des représentations holographiques, tu vois, pour des grandes présentations, des grands shows, pas mal de choses comme ça, donc très retail, event, etc. D'accord. Ça, c'était pas déjà un peu le grand écart, de passer du vin à ce genre de choses? Ouais. Mais en fait, ma spécialisation, elle n'est pas sur... elle pas dans un domaine d'activité, elle est plutôt sur le lancement d'une activité, quel que soit le domaine. Après, ça met toujours du temps avant de pouvoir comprendre les spécificités d'un domaine, mais c'est aussi la partie vraiment intéressante. Ouais. C'est-à-dire que tu arrives, tu connais rien et du coup tu es obligé d'apprendre énormément. Donc voilà, j'ai fait ça et ensuite j'avais assez d'argent du coup pour pouvoir lancer ma propre activité et du coup j'ai lancé les savons de Marseille à Shanghai. Donc tu avais toujours gardé cette idée-là pendant quelques temps et Ouais, je l'avais gardé en tête et du coup avec un ami français, on s'est lancé, on est revenu sur Shanghai, on a ouvert un bureau ici, on a importé nos palettes de savon et puis on s'est mis à les vendre. Comment s'appelle cette société? Alors la marque c'est 72 l'essentiel. 72 c'est parce qu'il y a 72% d'huile d'olive minimum dans le savon de Marseille. Donc, comment vous les vendez aujourd'hui? Via distributeur ou? Alors on a un gros distributeur qui a environ 2000 boutiques. Ah oui. Qui s'appelle Mandalay, c'est une boîte qui fait surtout du linge de maison, mais ils sont un petit peu sur tout ce qui est lifestyle, etc. Donc ils vendent aussi des bougies et du coup des savons. On vend aussi d'autres produits, bougies, savons, on vend des éponges de mer, des petits sachets de lavande, enfin des trucs différents. Tout ce qui est un peu dans ça. Qui conceptualise les produits? Vous les achetez, en gros, vous les achetez finis et vous les rebrandez et vous les vendez, ou vous créez une formule, ou comment ça se passe? Ouais, non, on les achète finis, on rebrande. D'accord. Ouais, c'est ça. On a notre propre marque, mais on achète les produits en France et on fait tout le design marketing. Et à côté de ce gros réseau de distribution, aujourd'hui, on vend plus avec nos shops online. Donc on est présent sur beaucoup de plateformes.
Jingdong, Taba, pas mal de trucs genre Xiaohongshu, ou des plus petits, Yorubai, pas mal de choses, Flower Plus, je sais pas si. D'accord. Il y a beaucoup de petites plateformes comme ça, ou de grosses plateformes, qui nous permettent de réaliser aujourd'hui un montant de vente assez important. Et pour nous, on préfère vendre en ligne parce que au final, les marges sont bien meilleures que. Oui, bien sûr. Ouais. Aujourd'hui, pour avoir donc, t'as commencé quand cette activité? Ça fait combien d'années maintenant? Donc ça, les savons, on a commencé en 2014. Ah oui, donc c'est encore assez récent, enfin 4 ans quoi, à peine. Ouais, pour moi ça me paraît long. Mais... et aujourd'hui, ça fait quel volume d'affaires à peu près pour qu'on ait une idée? Nos prévisions ou le réel? Les prévisions pour 2018. On arrive à la fin là. Là pour 2018, c'est pas énorme, hein. On devrait être aux alentours de 4 millions de yuan de chiffre d'affaires. On a une petite équipe ici, donc, avec 3 personnes. Le secret c'est la marge en fait, c'est surtout ça quoi. Ouais. Non, enfin on sait bien, le chiffre d'affaires après c'est encore autre chose. Mais bon, je vois à peu près comment tu fonctionnes et je pense que tu fais attention à ce genre de choses. Qu'est-ce qui a fait que du coup tu avais ton activité à Shanghai et tu es parti à Hong Kong? C'était un choix personnel? Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un gamin et que ma femme elle trouvait que l'environnement de Shanghai n'était pas très propice pour un bébé. Ouais. Et du coup, on a regardé quelles étaient nos options. Moi, je pouvais pas à ce moment-là me retirer complètement du business des savons. Donc, il fallait que je reste pas trop loin. On connaissait déjà Hong Kong, on y avait déjà vécu. Et du coup, on s'est dit c'est un peu entre les deux. Un petit peu moins pollué, un petit peu, plus vert, un peu plus vert, un peu plus safe entre guillemets. Ouais. Et du coup, on a décidé de bouger à Hong Kong, où j'avais toujours ma boîte de conseil qui marchait avec mon associé qui était à plein temps dessus depuis. Et cet associé, c'est le même que pour les savons? Non. Ah non, c'est le même que pour les fruits. D'accord, ok. Ça on pourra en parler aussi, parce que j'ai exactement le même cas. J'ai toujours des associés différents dans tous les projets, en fait, presque. Et alors, quand toi tu as commencé à aller à Hong Kong, ton associé avec qui tu avais lancé la société de savon, lui il est resté à Shanghai? Il est resté à Shanghai, pendant un peu plus qu'1 an. Et puis après, il m'a dit, écoute, je vais y aller. Je vais rentrer en France aussi, parce que... je pense que pour lui c'était différent d'être au bureau, juste avec l'équipe chinoise. Ça avait perdu un petit peu du charme, et de l'association qu'on avait, des journées qu'on passait ensemble, etc. Donc c'était devenu plus difficile. Comment vous répartissiez le travail entre les deux? Est-ce que vous aviez parce qu'en fait c'est intéressant quand on a des duos au niveau de l'entrepreneuriat, de savoir en fait si c'est vraiment des duos qui se ressemblent ou finalement très complémentaires. Toi, tu étais plutôt sur le back-end et lui sur le commercial ou En fait, on avait plutôt des profils assez similaires. Et en effet, je pense que... je vois beaucoup d'associations. J'ai l'impression que souvent, ça marche mieux quand les profils sont plus complémentaires que similaires. Mmh. Mais là, en tout cas, on avait des profils plus similaires. Et moi, je m'occupais plus de ce qui était, finance, logistique, fournisseurs, télévision, etc. Et lui, peut-être plus le côté commercial et surtout le côté online, parce qu'il avait aussi un business de vente, il vendait des meubles en ligne, donc il connaissait mieux comment tout ça marchait. Une question, et là c'est très personnel, en tout cas pour moi, toi tu avais cette idée-là des savons de Marseille, quelque chose que tu avais gardé dans un coin de ta tête depuis un moment. Comment tu as réussi à emmener quelqu'un dans cette idée-là, dans ce projet, quelqu'un qui, lui, pour qui ce n'est pas forcément son idée, j'imagine, tu vois, et d'un coup tu lui dis, j'ai une super idée, on va faire des savonnettes, viens avec moi. Comment tu fais ça? Comment tu as trouvé cette personne-là? C'est le hasard? Non, premièrement, c'est quelqu'un que je connaissais depuis, c'est un ami d'enfance, donc c'est quelqu'un que je connaissais super bien. Ah, donc lui, il n'était même pas encore en Chine en plus? Il n'était pas en Chine, tu l'as fait venir, quoi. Mais il avait des liens avec avec la Chine, parce que son père vivait en Chine, et sa belle-mère était chinoise. Ah oui. Et donc il venait de temps en temps, et puis son business de meubles, il achetait les meubles en Chine, il les vendait en France. D'accord. Donc il était un petit peu dans le... quand je lui ai présenté l'idée, il a trouvé ça super intéressant. Il en a discuté avec son père et sa belle-mère qui ont regardé un petit peu autour et qui se sont dit c'est vrai, c'est une super idée, la Provence, machin, c'est très porteur. Et du coup, lui, il était chaud pour partir sur
sur une nouvelle aventure. Et ça s'est fait assez naturellement. Ouais, ça s'est fait très facilement. Ouais, en fait. Ça c'est top. On a bougé, il a même bougé avec sa femme et tout. C'était. Ah oui, bon, c'est l'aventure familiale. Oui, c'était vrai. Toi, pas de pression du coup, parce que t'as quand même un copain qui abandonne tout ce qu'il avait, enfin pas tout ce qu'il avait en France, j'imagine, c'est pas abandonné, mais d'un coup, il embarque dans une aventure où Bah, on sait jamais où ça va en fait, tu sais. Ouais, tu sais jamais où ça va, mais moi j'avais plutôt l'impression d'amener une opportunité. Ouais. Donc je le voyais plutôt dans l'autre sens. C'est-à-dire que moi j'avais déjà de l'expérience ici. Je pense toujours qu'il y a un bon potentiel pour ce produit ici. Donc je considérais ça plutôt comme une belle opportunité pour lui. Et aujourd'hui, il se retrouve, il est toujours associé d'une affaire qui tourne et je pense qu'il est plutôt content. Et alors justement, c'était mon autre question. Donc aujourd'hui, l'un il rentre en France, toi tu es basé à Hong Kong, même si c'est tu vois encore t'es de passage à Shanghai, donc tu fais des allers-retours assez facilement. Donc aujourd'hui, vous avez trouvé quelqu'un qui gère le bureau et vous êtes retiré un peu des opérations. Vous avez réussi ou comment ça se passe? Ouais, exactement. Ça a mis un petit peu de temps. Donc du coup, mon associé est resté pendant 1 an après que je sois parti, mais on a fait monter. En fait, on a eu une fille qui a commencé avec nous en tant qu'assistante en 2015 et qui est vraiment super. Et au fur et à mesure, on a décidé de l'impliquer plus. On lui a donné des parts de la société et aujourd'hui, c'est elle qui gère le business au jour le jour à Shanghai, l'équipe. Elle gère toutes les opérations elle-même. En gros, tout ce qui est pas lié à la finance, à l'approvisionnement, elle gère quasiment tout. D'accord. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi quand tu t'es mis à Hong Kong et à gérer ça de loin? Est-ce que ça a été facile de lâcher les rênes? Est-ce que tu es obligé de te dire à un moment, j'y suis pas, donc il faut que je laisse un petit peu faire quand même? Ouais, et puis aussi, tu as des journées qui sont... tu peux pas tout faire. Quand tu lances d'autres activités, du coup, sur Hong Kong, tu es obligé de laisser un petit peu la main sur ce qui se passe ici. Au début, je rentrais beaucoup plus souvent, comme tu avais pu le voir. Ouais. Moi, je croyais que tu habitais là. Je t'achetais de la viande fréquemment. C'est vrai. Mais non, en fait, je faisais des allers-retours assez souvent. Et puis maintenant, ça devient de plus en plus rare. Avant, je venais tous les mois, presque genre une semaine. Donc c'était quand même assez fréquent. J'avais même gardé mon appart. Mais maintenant, je viens une fois tous les 3 mois. D'accord. Donc c'est beaucoup plus rare et c'est vraiment s'il y a des meetings importants ou juste quand il y a des nouveaux staffs pour montrer que c'est... Comment tu arrives à garder un petit peu un semblant de contrôle et un œil sur ce qui se passe justement dans un bureau qui est remote comme ça? C'est une communication fréquente ou c'est simplement un reporting régulièrement ou alors tu vas checker une sorte de CRM qui te permet ou un Trello ou Asana qui te permet de voir ce qui se passe ou... Non, en fait on est en communication permanente, enfin pas permanente mais en fait le fait d'être à Hong Kong on est quand même très près et aujourd'hui avec WeChat, les mails, etc. C'est hyper facile. Donc on est en communication quotidienne sur s'il y a un petit problème ici, ou quoi faire, que dire à ce moment-là, que faire. D'accord. Donc on discute vraiment quasiment tous les jours. Et si jamais il y a un gros problème, je viens. Sinon, non, ça se gère plutôt facilement en fait. Je me sens pas très loin du business en fait. Je le suis toujours. Je fais encore, je te disais, tout ce qui est la partie financière, donc je suis tous les paiements, etc., ce qui permet quand même d'avoir un bon œil sur ce qui se passe, parce que tu vois ce qui rentre, tu vois ce qui sort, tu es obligé de suivre l'ensemble de l'activité de la société, et non, je me sens pas perdu. Par contre, je suis content de ne plus avoir à gérer les petits problèmes d'envoi de produits, etc. Donc ça, c'est vraiment sympa. Et cette activité, tu l'as développée à Hong Kong ou pas du tout? Du coup, c'est un autre marché J'aimerais bien, mais du coup, non, pour l'instant, j'ai pas eu le temps. En fait, pas seulement à Hong Kong, notre marque, on a complètement changé le branding il y a 1 an et demi. On est passé par une agence qui nous a refait tout notre branding. Et du coup, le résultat est pas mal. Donc je pense qu'il y aurait vraiment des opportunités pour vendre les produits ailleurs. En ce moment, depuis quelques temps, je suis pas mal pris sur d'autres projets. Et du coup, qui aujourd'hui me semblent avoir plus de potentiel. Donc du coup, c'est un petit peu en attente. Désolé Mathieu. Mais non, non, il y a ça. Et puis aussi, il y a le fait que ce qu'on pourrait faire aujourd'hui, vu qu'on a quand même un gros distributeur,
avant de le trouver, on en a quand même contacté au moins une trentaine avec qui on est en contact. Ouais. On est sur je sais plus, aujourd'hui ça va être une quinzaine de plateformes. Et du coup, l'autre opportunité qu'on pourrait avoir sur la Chine, c'est d'amener d'autres petites marques de cosmétiques et de les placer dans tous ces réseaux qu'on a déjà. Donc en distributeur, en fait, finalement. En distributeur, en importateur, distributeur, agent. Voilà. Ok. Donc c'est ça, on essaye, c'est l'objectif pour l'année prochaine, de réussir à ramener 5 marques, en gros, pour les vendre sur nos plateformes. Tous les deux, on a un peu la même maladie, qui est on aime bien avoir plusieurs projets. La grosse différence qu'il y a avec toi, c'est que, en fait, j'ai bien l'impression que tu sais te mettre à fond sur un truc pendant 2-3 ans et d'arriver à un certain niveau, lâcher la main pour ensuite commencer, même si tu as une autre idée déjà derrière la tête, et je suis sûr que tu en as déjà au moins 2 ou 3 dans ton sac là, que tu vas quand même, tu vas pas tout lancer en parallèle, j'ai l'impression, mais dis-moi si je me trompe. Est-ce que tu as lancé des choses en parallèle des savons par exemple qui n'a pas marché et que t'as laissé tomber avant d'arriver à Watsin? Ouais. Bah, enfin, avant ça, en fait, quand je suis arrivé à Shanghai, je te disais la période où je cherchais un boulot et j'ai été recruté dans les vins par Rothschild. À ce moment-là, j'avais lancé avec un autre associé, on avait lancé une boîte qui s'appelait In Shirt We Trust, qui faisait donc des chemises sur mesure. Enfin, maintenant il y en a un paquet. Et au final, on a dû faire, on a dû vendre 200-300 chemises. Et puis ça a un peu coulé bêtement, alors qu'on avait fait le gros du travail. Mais en fait, dans ma façon de faire, j'essaye souvent de mettre un plan en place, à me dire bon bah alors voilà, dans un an j'ai cet objectif, je vais faire ça, etc. D'accord. Et puis finalement, il y a toujours des éléments externes qui arrivent. Bon alors là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ma mère est décédée, du coup j'ai dû rentrer en France, et puis du coup le truc a traîné, et puis mon associé il a trouvé une autre activité, et puis au final on s'est rendu compte qu'on devait tout refaire. Mais en fait, il y a souvent des éléments extérieurs comme ça qui viennent changer les plans, ou une nouvelle idée, une nouvelle opportunité, quelque chose. Et du coup, j'essaye de rester plutôt flexible. Et si je vois que quelque chose ne marche pas, c'est dommage, on passe du temps, on a perdu du temps, etc. Mais bon, passons à autre chose et pas s'entêter sur un truc où on voit que ça mène pas forcément à grand chose. Là, j'imagine que tu as plusieurs projets en tête, plusieurs idées potentielles. Qu'est-ce qui va faire que... En fait, quelles seraient tes métriques pour dire bon voilà, ça c'est un projet dans lequel je n'irai jamais en fait, par exemple, parce que il y a pas, certains vont dire moi si c'est pas scalable, global, ou si c'est pas dans le foot comme pour moi ou autre, j'y vais pas, par exemple, tu vois. Non, moi les armes, les trucs comme ça. D'accord, oui. Bon, ça tes limites sont là. non, en règle générale, je pense que c'est un peu, enfin. Après, il y a ce qu'on sait faire, ou ce qu'on ne sait pas faire. Il y a les opportunités qu'on a ou les plateformes qu'on a. Tu vois, moi aujourd'hui, du coup, j'ai un bureau ici avec une plateforme. J'ai une plateforme à Hong Kong qui est intéressante parce qu'on fait des envois hebdomadaires. Du coup, on envoie une tonne toutes les semaines de France. Et du coup, ça peut être intéressant, tu vois, je peux amener d'autres choses. Et puis cette base de clients, peut-être que tu peux leur vendre autre chose aussi. Donc, voilà, exactement. Donc, et en fait, avoir plusieurs business, enfin ça tu le vois aussi, ce business-là de consulting, par exemple, va t'amener sur autre chose. Ou ton business dans les savons va t'amener une mission de conseil. Enfin, ça tourne aussi un petit peu... Oui, je vois bien. Est-ce que les choses s'apportent entre elles. Et donc c'est plus par opportunité en fait que tu vas choisir des projets et que tu vas te dire bon bah ça j'y vais ou j'y vais pas. L'activité de conseil, et ça c'est quelque chose que j'avais pas du tout anticipé avant, c'est que c'est grâce à cette activité de conseil que tu es pour le compte de clients ou de projets où tu vas dire bon bah tiens on va devoir travailler dans tel domaine, et là on se rend compte mais attends, dans ce domaine-là il y a en fait plein de choses à faire. Et c'est parce que tu as eu cette opportunité d'étudier une verticale assez précise, et là tu dis attends on peut peut-être faire autre chose. Donc tu vois, ça peut aussi arriver dans l'autre sens. Par exemple, notre fournisseur qui nous fournit des éponges là pour le business à Shanghai, ensuite on lui a vendu des missions de conseil, on va peut-être s'associer sur un nouveau projet. D'accord. Enfin ça tourne un petit peu en boucle. Quand les gens sont contents, en fait les missions tombent un petit peu dans différentes directions. Ouais. Comment tu continues à te former? Est-ce que
t'es un entrepreneur, serial entrepreneur, il y a plein de choses, tu touches à des nouveaux domaines dans des trucs, peut-être il y a quelques années, jamais t'aurais cru que tu vendrais des fruits aujourd'hui, j'en suis certain. Comment aujourd'hui tu continues à te former, à apprendre, tout ça? Tu t'entoures, est-ce que tu as des mentors, est-ce que tu as une association vers qui tu te tournes? Je pense que c'est une de mes forces, c'est d'apprendre assez rapidement. Et souvent, je suis que ce soit le conseil ou mes activités, c'est souvent du trade. Donc, j'ai un fournisseur et je vends un produit. Et généralement, en fait, le plus important pour moi, c'est de bien réussir à comprendre le produit à ce moment-là. Parce que faire l'implantation en Chine ou l'implantation à Hong Kong, cette partie-là, aujourd'hui, je la maîtrise à peu près, même si ça change. Mais quand j'attaque un nouveau business ou un nouveau produit, il faut vraiment que j'apprenne le produit. Le produit d'abord. Et en fait, le fournisseur, en créant une bonne relation avec le fournisseur, en choisissant le bon fournisseur, ça sera lui mon mentor. C'est lui qui va tout m'apprendre sur le produit. Il y a 1 an, je connaissais rien aux fruits. Personnellement, je ne suis pas la personne qui a le régime alimentaire le plus équilibré. Tu me poserais des questions sur de la viande ou sur du fromage, je me connaissais beaucoup mieux qu'en fruits ou légumes. Mais aujourd'hui, je suis un expert en fruits. Je peux te citer 15 types de mangues différentes, te dire quelle est la saisonnalité, quel va être le goût de chaque mangue, etc. Génial. Et je passe aujourd'hui... c'est une partie que j'aime bien dans mon travail, mais aujourd'hui, moi, je fais les achats, en fait, pour les fruits. Et donc, chaque semaine, on a des boîtes qui sont différentes. Chaque semaine, je vais créer, je vais décider ce qu'on va mettre dans la boîte et commander à nos différents fournisseurs. Et du coup, j'apprends chaque semaine des nouveaux types de fruits, qu'est-ce qui voyage bien, qu'est-ce qu'il faut commander en avance, qu'est-ce qui a tel goût, essayer d'équilibrer D'accord. Et c'est vraiment sympa. Une question que j'aime bien poser généralement aussi à un moment, c'est quand on a un profil comme le tien, est-ce que tes parents, tes amis en France, ta famille, ils comprennent ce que tu fais? Pourquoi t'es encore en Chine? Tu vendais attends, mais Jacques, tu vendais pas des savons, puis aujourd'hui tu vends des fruits. Ils comprennent ce que tu fais? Ouais, c'est un peu parfois c'est un peu bizarre. En fait, ils trouvent que c'est pas très structuré tout ça. Que ça part un peu dans tous les sens. Parce que aussi, je peux venir, peut-être que si jamais on rediscute dans 1 an, je te dirais, maintenant je fais ça, tu vois. Bien sûr. Et du coup, je pense que pour les gens qui sont en France, pour eux c'est un peu compliqué parce qu'ils ont tendance à faire des plans plutôt à long terme et à les suivre, tu vois, à se dire bon ben voilà, je vais faire ci, je vais arriver là, et ensuite je vais faire ça. Et je peux me tromper, mais en tout cas moi dans ma manière de procéder, et je pense aussi du fait de l'environnement en Chine, je pense que c'est important d'être flexible et d'accrocher les opportunités quand elles arrivent. Et je trouve que c'est vraiment difficile ici de faire des plans et de s'y tenir. Alors peut-être que si on est sur une grosse structure, etc., c'est nécessaire et ça marche comme ça. Mais sur des petites structures, je pense que la force, c'est justement de réussir à être flexible et rapide. Tu vois, si tu mets 6 mois à faire ton business plan, souvent ça va être trop tard. Bien sûr, c'est sûr. Et est-ce que c'est parce que c'est une question d'opportunité et d'opportunisme, et du coup il y a tellement de choses à faire en Chine ou en Asie, et que ce serait dommage de se cantonner à un truc et de dire tiens, il y a peut-être pas mal de trucs qui peuvent être possibles? Ou alors est-ce que c'est finalement tu t'ennuies un peu facilement et qu'à un moment tu vas shifter et te dire tiens, les mangues je connaissais pas, pourquoi pas, quoi? Je pense que je pense que j'aime bien c'est la partie création. J'aime bien le début d'un business. Donc même, tu vois, là aujourd'hui où on est sur les boîtes de fruits, ça fait 1 an, donc c'est vraiment, c'est assez... c'est encore récent, c'est très récent, et je suis déjà à me dire qu'est-ce qu'on peut faire derrière. Déjà bien avancé même. Je pense que dès que le travail devient répétitif, j'essaye de créer quelque chose d'autre. D'accord. Après, pour des petites sociétés, l'innovation, elle est importante. C'est vraiment une force de toujours remettre en cause son business model et d'avancer. Tu vois, si nos boîtes de fruits, disons, on a, je sais pas, il nous faut 400-500 clients par semaine qui commandent une boîte pour que ça tourne.
une fois qu'on en est là, certaines personnes pourraient se dire ah ben super, donc je vais un petit peu améliorer, je vais mettre plus de fraises, machin, etc. Et moi je vais me dire bon ben on en est là, voilà. Maintenant aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire d'autre, ou comment est-ce que je vais pouvoir réutiliser ces clients, comment est-ce que je vais pouvoir réutiliser cette logistique, comment avancer. Donc tu vises la rentabilité potentiellement en disant bah tiens 400-500 c'est bien, ça peut la boîte va être rentable et va commencer à se financer, donc ça fait une activité qui fonctionne et à partir de là de dire bah tiens on peut peut-être rajouter un bloc différent plutôt que se dire bah on est à l'équilibre, bah maintenant on va essayer d'aller améliorer la marge ou grossir, chercher des nouveaux marchés. En fait, au lieu de rentrer dans une verticale, en fait, tu vas peut-être te dire, tiens, on va peut-être faire d'autres choses en parallèle, parce que t'aimes bien le lancement, t'aimes bien apprendre aussi, j'imagine, c'est la partie apprentissage, comme tu l'expliquais très bien avec les fruits. Cet apprentissage est aussi super enrichissant. Après, améliorer les marges, c'est toujours un beau projet. Ça. Ouais, non, ça c'est sûr. Mais ça peut être, toi ça va encore parce que t'es un peu chiffre, mais ça peut être le travail de quelqu'un d'autre, tu vois, ça peut être le travail de l'associé justement qui lui est meilleur là-dedans. Moi je suis un peu comme toi, je suis plus dans le lancement, d'identifier une problématique et de me dire tiens en fait on a il y a une solution et elle est pas très compliquée à mettre en place pour nous, tu vois, ou des gens comme toi qui ont pas peur de se dire tiens je ne connais rien à la distribution en Chine et ben pourtant tu as lancé des partenariats avec des distributeurs qui ont 2000 points de vente. Je connais rien à l'importation des fruits, mais des gens comme toi ça te fait pas peur, alors qu'il y en a plein d'autres qui vont dire attends ça c'est cette partie-là, moi je la maîtrise pas, je connais pas. Moi ce qui m'intéresse c'est la vente en ligne, ça c'est très bien, tu vois. Et c'est ça d'être capable de peut-être d'ouvrir des portes sur des trucs que tu ne maîtrises pas et te dire bah c'est pas grave, on va apprendre au fur et à mesure. Donc ça c'est au contraire, c'est pas grave, c'est exactement. Super. Exactement. Mais je pense qu'aujourd'hui dans l'entrepreneuriat t'as des téméraires un petit peu comme ça, et puis après t'as quand même beaucoup de gens qui vont essayer de capitaliser sur ce qu'ils maîtrisent très très bien et ne faire toujours qu'une seule chose, si tu veux. Aujourd'hui dans ton entourage à Hong Kong, t'as accès justement à des gens qui vont venir te proposer des nouvelles idées en disant mais tiens, au lieu que ça soit toujours toi qui lances les idées, parce que j'ai peut-être un peu l'impression que c'est des projets où t'as été un petit peu initiateur, est-ce qu'il y a quelqu'un qui arrive et qui dit tiens j'ai cette idée là, est-ce que toi ça te dirait de te joindre à moi? Ouais, ça arrive assez souvent. Ouais. Mais en fait, là, par exemple, sur les fruits, à la base, ça vient. Ça vient pas forcément de toi. Bon, les boîtes de fruits, c'est peut-être. Non, c'est assez commun, mais à la base, l'idée des fruits, ça vient de mon associé qui a trouvé ce client. Ok. Oui, non, aujourd'hui, ça arrive assez souvent, de rencontrer des gens qui veulent distribuer leurs produits en Asie, donc qui me demandent comment faire, est-ce que tu veux le faire. Alors aujourd'hui, c'est une meilleure. C'est une meilleure position parce que aujourd'hui je peux un peu choisir sur quel dossier avancer. Tu accompagnes d'autres entrepreneurs au-delà du conseil, plus des jeunes pousses, des start-upers qui démarrent. Est-ce que finalement c'est quelque chose que tu fais beaucoup ou pas trop? Parfois je suis sollicité pour discuter, donner des conseils, etc. Et ça faire des podcasts à 7h30 le matin. Non, c'est volontiers. Mais après, j'y passe pas beaucoup de temps parce que j'ai pas beaucoup de temps et en fait, pour moi aujourd'hui, je pense la plus grosse difficulté, c'est la gestion de mon temps, parce que en fait, il y a toujours des tâches à faire. Il y a toujours des tâches en plus. Si j'ai un petit peu moins de travail sur les fruits, je vais direct le reporter sur les savons pour essayer de trouver justement des nouvelles marques ou améliorer nos marges. Et du coup, c'est un petit peu difficile de prioriser. Oui. Et c'est cette gestion du temps, de où placer mon temps, c'est ça qui est plus difficile. C'est ça qui est le plus difficile pour moi. Et c'était déjà le cas quand on s'était rencontrés la première fois. Et j'étais impressionné par le nombre de choses que tu arrivais à faire. Et tu avais l'air de le faire assez facilement, alors que pour moi c'est un peu une difficulté. Non, mais je pense que alors déjà je me focalise pas sur les mêmes points que toi, donc moi j'aime faire des choses sur lesquelles je sais déjà que je sais bien le faire, et après que ça soit pour vendre des produits en ligne ou pour faire autre chose, finalement mon apport est toujours le même, donc c'est la raison pour laquelle je considère que je ne suis pas pris, je suis pas très occupé, tu vois. Alors oui, très occupé en Chine, c'est pas la même chose que très occupé ailleurs peut-être, et après, on a des journées, mais ici, à Shanghai, les gens ne le savent pas, mais en fait, on a 28 heures par jour.
un concept. Mais les gens aussi n'ont pas compris que c'était différent ici. Donc en fait, c'est vrai qu'on travaille beaucoup. Moi, j'essaie de me focaliser sur des choses où je pense que j'ai à peu près la même valeur ajoutée tout le temps, et quel que soit le domaine, la marque, l'industrie, on s'en fiche. Mon apport est le même. C'est comme si toi on disait tiens, mets des réseaux de distribution en place, que ce soit des produits cosmétiques ou autres. Finalement, la notion de logistique derrière, finalement, c'est quelque chose que toi tu maîtrises bien, et peu importe ce qui est dans la boîte ou dans le container. J'exagère un peu, mais ça pourrait être ça. Donc après la gestion du temps, je sais que ça c'est un problème, tu vois, on en est à 30 et quelques épisodes, c'est le problème de beaucoup de gens, parce que en fait ce qu'il y a, c'est qu'on aimerait beaucoup faire encore plus, si tu veux, c'est pouvoir donner encore plus, pouvoir peut-être démarrer encore plus de projets, pouvoir passer plus de temps à peaufiner quelque chose, et justement toi, qu'est-ce qui te drive en fait, qu'est-ce qui fait que tous les jours tu y vas et tu continues à essayer d'améliorer, trouver des nouvelles idées? Est-ce que c'est que la notion de la réussite financière, ou c'est ta femme qui te pousse tous les jours? Non, ça va, elle est cool. Mais, non, mais il faut que je nourrisse ma famille. Ça, c'est important. Déjà, ouais. Sachant qu'à Hong Kong, c'est plus compliqué qu'à Shanghai. Ça, c'est bien. Donc, ça, c'est important. Et puis aujourd'hui, du coup, on a quand même... c'est des petites structures, mais on est 9 à Hong Kong sur les fruits, 4 maintenant à Shanghai. Du coup, c'est quand même une responsabilité. C'est sûr. D'avoir des employés. Il y a des gens qui sont là depuis quelques temps, qui construisent leur vie aussi. Et il faut que ça marche. Et ils comptent sur toi pour le développement, quoi. Il faut que ça marche, et il faut que... Donc ouais. Non, mais chaque jour, je me pose pas la question. Je me réveille et je suis motivé. Dans 3-5 ans, on se revoit, on fait un point. Tu fais quoi? T'en es où? T'as lancé combien de projets? T'en as revendu peut-être? Est-ce que c'est aussi des exits que t'envisages sur certains projets, ou pas forcément? Pour l'instant, j'ai pas atteint. Il y a aucun des projets qui a atteint la taille, je pense, pour ambitionner une sortie. Et du coup, on se dit quoi? Les garder, ouais, t'aimes bien. Ouais. Mais c'est une autre stratégie. Non, ouais, peut-être plus de domaines. En fait, moi, j'aimerais bien, c'est continuer à garder plusieurs projets, mais être de moins en moins dans les opérations. Là, aujourd'hui, pour les fruits, c'est vrai que je suis beaucoup dans les opérations. Et j'ai envie de m'en détacher, avoir de plus en plus de projets, mais en restant plus sur un côté, plus sur la stratégie, ou ouvrir les portes. Et voilà, j'aimerais bien que ça évolue dans ce sens-là. Ouais. Donc, d'être beaucoup plus dans le développement, d'arriver avec des idées, des concepts, et potentiellement d'avoir les gens qui exécutent et qui puissent t'accompagner là-dessus. Ça serait bien. Ouais, ça serait bien. Mais c'est marrant, en fait, des idées, on en a plein. Après, c'est l'exécution. Et je pense que, tu vois, justement aujourd'hui, par rapport à ce que moi je fais, c'est que je pense que j'ai commencé à mettre en place une équipe d'experts freelancers, experts consultants extérieurs, qui fait que si j'ai des idées, si demain je veux lancer un nouveau shop au lieu de vendre des steaks en ligne et que je voulais lancer autre chose, ça me prendrait peut-être, en 2 semaines c'est fait en fait. Mais parce que j'ai l'équipe qu'il faut et c'est facile. Maintenant c'est la bonne idée, le bon concept, et la partie opérationnelle, elle est à peu près là. Et ça m'a j'ai peut-être mis 1 an et demi à le faire pour avoir quelque chose que je puisse facilement plugger dans une idée. Maintenant, ce que j'essaye de faire, c'est de le plugger non pas dans mes idées, mais peut-être dans des concepts ou des boîtes qui ont besoin d'aide, et à ce moment-là, d'arriver avec une solution, une équipe complète qui puisse les accompagner. Ça, c'est sur le papier, dans l'idéal. Dans la réalité, les choses sont souvent peut-être un peu plus compliquées que ça. Puis, si c'était facile, tout le monde le ferait. Mais ouais, je ressens aussi complètement ce besoin de se dire, moi, je veux pas faire le day-to-day, je veux être dans le concept. Et parce que les projets, on en a plein, on est hyper sollicité, on a envie de faire plein de choses. Donc c'est ce qu'on se dira dans quelques années. Potentiellement des nouvelles industries, des nouveaux concepts. Toujours à Hong Kong, tu penses? Je sais pas, mais en tout cas j'aime bien le domaine de la nourriture, là, les fruits, ça me plaît. Je suis vraiment content d'être rentré dans enfin, j'ai toujours bien aimé manger. Ouais. Et là, c'est la première fois que je rentre dans ce domaine.
Et du coup, je trouve que c'est un domaine qui me plaît. Ouais. Et puis là, aujourd'hui, comme je te disais, avec notre structure, notre flux logistique, etc., je pense qu'il y a pas mal de choses à faire dans ce domaine. D'accord. Donc, à mon avis, ça va s'orienter pas mal là-dessus. Rester à Hong Kong ou pas, ça va dépendre en fait d'éléments extérieurs, je dirais plus. Donc, familiaux, etc. Mais comme sur mes activités, en fait, il y a quasiment toujours un lien avec la France. C'est-à-dire que la majorité des entreprises qu'on accompagne dans les missions de conseil, c'est des entreprises qui sont françaises. Les savons, ils viennent de France. Nos fruits, ils viennent essentiellement de Perpignan. Donc, une grosse partie des activités, elles pourraient à terme nécessiter une présence en France. Donc, ça serait aussi envisageable de vivre en France tout en gérant la partie approvisionnement, etc. Et en gardant un gros lien avec l'Asie. Et en venant une fois tous les mois, ou quelque chose comme ça. Si j'arrive à mettre en place des équipes qui sont un petit peu autonomes à Shanghai et à Hong Kong, et qui puissent gérer les opérations au day-to-day. C'est bientôt Noël, on peut commencer à faire la liste. Si les gens veulent en savoir plus sur ton parcours, les différents projets ou ta boîte de conseil, parce qu'ils pourraient avoir besoin de toi avec l'expertise que tu as développée aujourd'hui, on les renvoie vers quelle adresse ou vers quel site internet? Ils peuvent regarder sur mon profil sur LinkedIn, m'envoyer un mail. Super. Je mettrai le lien dans l'article qui accompagne, qui illustre cet épisode. Et sinon, je te donnerai les liens vers le site de la boîte de conseil qui s'appelle Innotech Asia. Et puis, si jamais il y a des gens qui veulent des fruits, je te mettrai aussi le lien vers Watson. Ça marche. Merci beaucoup, Jacques, d'être venu aussitôt et d'avoir partagé ton parcours. Et puis, on se revoit dans 3-5 ans pour parler des autres projets. J'espère qu'on se reverra avant. Merci, Greg. À bientôt. Voilà, j'espère que cet entretien vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire. Laissez-nous des messages sur Apple Podcasts, sur Stitcher, Podcast Addict ou n'importe quelle autre plateforme de podcast que vous avez d'habitude d'utiliser. Ceci nous aide à nous améliorer selon les remarques que vous pouvez nous faire. Bien sûr, ça nous encourage avec quelques bons mots et bonnes recommandations. Et puis n'hésitez pas également à me recommander des personnes que vous aimeriez que j'interviewe. Je pourrais le faire dans l'un des prochains épisodes à partir du moment où c'est une personne qui est francophone, plutôt avec un profil entrepreneurial ou une histoire assez particulière, et bien sûr un travail avec l'Asie. Donc n'hésitez pas à me recommander ces personnes-là, je me ferai un plaisir de les contacter de votre part. À très bientôt.